Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de 2025. C'est une année qui va être très intéressante, très importante, une année marquante, pour différentes raisons politiques, sociales, etc. Et également astrologiques, comme on va le voir. Ceci est le thème du 1er janvier 2025, avec toutes les planètes autour du zodiaque et les liens qui les relient entre elles. Selon le type de lien, on est en présence d'une harmonie ou d'une dissonance, ou de quelque chose qui est entre les deux. Donc, on va tenter d'analyser ce thème, bien sûr, mais on va aussi analyser la progression. C'est-à-dire, en fait, chaque mois, le Soleil va traverser certains signes. Au 1er janvier, il est évidemment au Capricorne, ici, à 10 degrés 49, 10 degrés 50. Et ensuite, il passera en Verseau, en Poisson, etc., etc. Il va mettre toute une année pour faire le tour. Puis c'est évidemment ce qui représente l'année terrestre. C'est le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil et revenir à la position exacte qu'elle occupait au 1er janvier de chaque année. Donc, on a ici une configuration qui est très importante. Très importante parce que sur cet axe zodiacal, elle est très rare. Il s'agit de Pluton, qui, comme vous le voyez ici, est à 1 degré 4 minutes d'arc dans le signe du Verseau. Pluton va entrer en Verseau le 20 novembre 2024 pour s'y installer. Il y aura fait des incursions dans ce signe du Verseau en 2023 et en 2024, mais à la fin 2024, donc le 20 novembre, il s'installe vraiment en Verseau, signe dans lequel il va rester pendant 20 ans. Alors, c'est un transit important en soi, parce que le signe du Verseau est représentatif de la société. Donc, pour moi, le transit de Pluton en Verseau signale une année au cours de laquelle la société va complètement être transformée. Les transformations imposées par l'énergie plutonienne sont de très haut niveau, très profondes. Ce sont des transmutations, peut-être davantage que des transformations. Donc, on va passer d'une société à une autre. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, quoique. Il peut y avoir des événements marquants. On a ici une configuration qui m'interpelle. C'est la présence de Mars en Lion. Mars, en fait, va séjourner entre le Cancer et le Lion pendant près de 9 mois. Il va entrer en Cancer en 2024, puis il sort du Cancer le début du mois de novembre 2024 pour transiter en Lion, mais le 6 décembre, il rétrograde et il revient dans le signe du Cancer et ensuite, dans le cours de l'année 2025, il repasse dans le signe du Lion jusqu'en juillet. Donc, vous voyez, c'est un transit très long, alors que, en principe, d'habitude, Mars met 6 semaines pour traverser un signe, pas plus. Donc, on a ici un Mars en Lion à 1 degré 55 le 1er janvier 2025, et on a un Pluton en Verseau à 1 degré 04. Ce qui veut dire que là, on est en présence d'une opposition quasi exacte. De plus, elle est, si on veut, arbitrée de façon équivoque, parce que c'est ce qu'on appelle un aspect caché, un faux aspect. Vesta est ici à 29 degrés du signe de la Balance. Pour qu'il y ait vraiment cette quadrature, c'est comme ça qu'on l'appelle, il faudrait que Vesta soit en Scorpion, ce qui n'est pas le cas. Mais le nombre de degrés quand même requis pour accepter ce qu'on appelle une quadrature est tout à fait acceptable.
Cela dit, c'est un aspect caché. Et un aspect caché, bah, ça cache quelque chose. C'est-à-dire que ça va rendre peut-être les pourparlers, les discussions, parce qu'on est en présence d'une opposition. Donc, on a une énergie puissante qui s'oppose à une autre. Et Vesta, en fait, son rôle, puisque c'est l'astre qui, pour moi en tous les cas, dans la manière dont je pratique l'astrologie, est symbolique de la notion d'harmonie et d'équilibre. Donc, Vesta représenterait la diplomatie. La diplomatie avec laquelle on devrait aborder les choses pour essayer d'arbitrer une opposition Mars-Pluton. N'oublions pas que Mars est le dieu de la guerre et Pluton le dieu de la mort. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez délicat, je dirais, qui peut devenir explosif et qui peut entraîner effectivement une perturbation sociale, politique, particulièrement mémorable. La dernière fois que ce genre de configuration s'est produite, elle n'était pas lorsque Pluton est entré en Verseau. Le dernier passage de Pluton en Verseau remonterait à 248 ans en arrière. Là, regardez, c'est autre chose. Mais c'est important et intéressant quand même. C'est le thème de 1939. Nous ne sommes pas ici, évidemment, en présence d'un Mars exactement dans le signe du Verseau, mais il y a cette opposition qui d'ailleurs est un aspect caché comme celui que je viens d'évoquer à propos de Vesta. Et on avait à l'époque Saturne qui arbitrait. Saturne, c'est vrai que c'est un astre assez qui représente les réalités, qui représente les épreuves. Et effectivement, le 1er septembre 1939, voilà, l'Allemagne a envahi la Pologne. Hein, ça a été le début en fait de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si on regarde ces deux thèmes, hein, si on les compare, je veux dire, on va avoir des similitudes, bien évidemment. Et ce sont ces similitudes qui m'interpellent. Alors, évidemment, nous ne sommes plus en 1939, mais il y a quand même une énergie qui ressemble à ce qui a pu se produire à cette époque. Et donc, comme la société représentée par le signe du Verseau est promise à une transformation majeure du fait de ce transit de Pluton, l'opposition de Mars va accélérer les choses, va rendre en fait l'énergie plutonienne plus explosive, plus agressive, plus réactive. Et c'est vrai que ça peut conduire à un conflit majeur quelque part dans le monde, si ce n'est un conflit mondial. Je ne le souhaite pas, hein, je ne veux pas faire du tout dans le dramatique, mais je m'appuie quand même sur des réalités cosmiques, astronomiques. Ces configurations étaient présentes en 1939, c'est tout, sur un axe inversé. Hein, ça n'était pas évidemment dans le même sens, mais finalement ça revient au même, puisque Mars était à l'époque opposé à Pluton, et il est resté opposé à Pluton pendant pas mal de temps, puisque, il est passé ici en Verseau, et il est resté 6 semaines en Verseau à l'époque, donc à la fin du mois d'octobre, il était en Verseau, donc l'énergie plutonienne était particulièrement puissante, et pendant cette période, effectivement, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur le passé, mais c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur le passé. En astrologie, c'est souvent ce qu'on fait pour faire des liens entre des événements qui se sont produits alors que certaines configurations étaient présentes autour du zodiaque, et quelques décennies plus tard, voire quelques siècles plus tard même, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de réminiscence cosmique, peut-être que c'est karmique. En tous les cas, le signe du Verseau est relié à Uranus, qui représente aussi les techniques, les technologies modernes de communication, telles que par exemple l'intelligence artificielle, qui va prendre sa place.
Hein, j'ai fait un webinaire à ce sujet sur les 20 ans de transit de Pluton en Verseau, et je suis en train d'écrire un livre sur la base de ce webinaire. Si vous souhaitez, comment dirais-je, commander le replay de ce webinaire, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas ou envoyez-moi un email et je vous enverrai le lien pour ce faire. Mais bon, on va maintenant continuer pour essayer d'interpréter les choses de façon peut-être un petit peu plus positive, c'est-à-dire sans non plus s'inquiéter à outre mesure, puisque les configurations très puissantes et très, a priori très négatives, comme certaines personnes le disent, n'entraînent pas nécessairement des catastrophes. Donc restons calmes, restons positifs, et je pense qu'il faut aussi agir de façon à ce que les choses restent positives autant que possible. Donc avoir une approche positive de ce qui se passe dans la vie, autour de soi, dans son entourage proche comme dans son entourage moins proche, ça aide quand même. L'énergie est là. Et quand une énergie globale est plutôt négative, pessimiste, etc., ça tire vers le bas. Et c'est la société tout entière qui est tirée vers le bas. Donc essayons de réagir au contraire en disant « Ok, on va avoir des épreuves à subir, bien évidemment, à gérer, à traverser, mais on va y arriver. » Et c'est ça qui est le plus important. Y arriver, essayer et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, analysons un peu ce thème. On voit que la Lune s'approche de Pluton. D'ailleurs, elle va atteindre Pluton le 1er janvier. Là, c'est le 1er janvier à 0 heure. C'est l'heure GMT, hein, c'est l'heure universelle, comme on dit. Donc, en fonction de la situation géographique qui est la vôtre, vous pouvez obtenir, du fait de la différence d'heure qu'il y a entre le pays où vous vivez et Greenwich, vous pouvez obtenir l'heure de ce 1er janvier, en fait, de ce début d'année, qui n'est pas le même, par exemple, à Sydney, qui a une dizaine d'heures d'avance sur le GMT. Donc, par rapport à la France, par exemple, l'heure est complètement différente. Et ça donne un ascendant différent, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant. Là, on n'a pas, évidemment, d'ascendant. On n'a que les signes et les positions planétaires pour 0 heure. Voilà. Donc la Lune va rejoindre Pluton et elle va déclencher cette énergie. Donc ça veut dire que le 1er janvier peut être aussi, pour certains d'entre nous, plus que d'autres bien évidemment, un moment où il va falloir faire preuve de vigilance. Parce que si la Lune arrive à la longitude de Pluton, elle déclenche l'énergie plutonienne, qui évidemment est opposée à Mars et qui est au carré de Vesta. Donc Vesta, comme Vesta est en dissonance avec les deux, cette dissonance va rendre le travail de Vesta plus compliqué pour trouver le juste milieu qu'il y a dans une opposition. Vous savez, dans un gouvernement, il y a toujours l'opposition, le parti en puissance, en présence, et l'opposition. Et c'est ce dialogue parfois de sourds qui se fait entre ces deux partis qui va déterminer qu'une loi va être votée ou pas. Donc c'est la recherche du juste milieu. Et Vesta est là, presque juste au milieu des deux. Donc elle va servir d'arbitre. Ça va être compliqué, parce que justement c'est un faux aspect, donc peut-être que ce que l'on voudra arbitrer, ou ce qui sera dans cette logique d'arbitrage, ne sera pas fait de façon très efficace. Peut-être sans conviction, ou bien avec des arguments qui ne porteront pas leurs fruits tels qu'on pourrait le souhaiter. Mais Vesta va changer de signe, elle est à 29 degrés ici du signe, hein. Donc elle va passer en Scorpion très rapidement après, et là, elle va devenir, le lendemain, le 2 janvier, elle sera là, à ce moment-là, vraiment au pendant des deux, de Mars et de Pluton, donc elle pourra vraiment servir. Ça veut dire peut-être que le 2 janvier, on aura plus d'idées pour arbitrer ce qui pourrait devenir une source d'opposition majeure, musclée, et peut-être effectivement explosive et dangereuse pour
pour le bien-être social de tout un chacun, le bien-être même existentiel de tout un chacun. Donc, c'est la période du Soleil en Capricorne, qui va rester en Capricorne jusque vers le 20 janvier. Et c'est intéressant parce que ce signe du Capricorne est représenté par Saturne, qui est ici, dans le signe des Poissons, pas très loin de Neptune. Eh bien, le fait est que cette présence de Saturne dans le signe des Poissons, qui, comme vous le voyez, est en harmonie avec le Soleil, tout au moins au 1er janvier, est symbolique quand même. Le 1er janvier, c'est symbolique du début de l'année sociale, globale, mondiale, si on veut. Et même si ça n'est pas votre début d'année parce que vous n'êtes pas né un 1er janvier, c'est quand même un début d'année, c'est symboliquement quelque chose de très fort. Donc le fait que Saturne, maître, comme on dit, du signe du Capricorne, donc maître du Soleil ou régent du Soleil qui se trouve dans le Capricorne, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va quand même s'engager dans une année au cours de laquelle on voudra réaliser concrètement des choses importantes qui vont avoir des répercussions à long terme. Et ça, effectivement, ça se vérifiera, très probablement d'ailleurs, selon les projets qui pourraient être les vôtres ou ceux que d'autres personnes auront sur le plan social ou politique, lorsque le Soleil arrivera en Poisson, donc quelques mois plus tard, quelques 2 mois plus tard, le Soleil va arriver à la longitude de Saturne, et cela peut avoir un effet en fait de conséquences. Ce qu'on va décider et ce dans quoi on va s'engager, ce sur quoi on va travailler en janvier, peut avoir des répercussions. Ici, c'est probablement le mois de mars, comme on verra tout à l'heure lorsque j'analyserai les cartes du ciel suivantes. Alors, je ne vais pas tout analyser, évidemment, je n'analyse que les configurations qui me semblent être les plus importantes. Je vous parlais d'Uranus. Uranus est en Taureau, il est l'astre qui représente le signe du Verseau, dans lequel se trouve Pluton. C'est pour ça qu'il y a ce lien social, la régénération de la société et les technologies modernes de communication, les nouveaux emplois aussi qui sont reliés à Uranus, qui transitent le signe du Taureau, qui représentent l'alimentation et l'alimentaire. Donc des changements aussi dans ce sens-là vont effectivement s'imposer. Donc il y a un lien harmonique avec la Lune, un beau trigone presque parfait avec la Lune. Donc ça veut dire qu'on aurait aussi des inventions majeures, et si vous avez une idée, ou si vous avez aussi, vous savez qu'en début d'année, on fait les bonnes résolutions, donc les résolutions majeures que vous pourriez avoir, si vraiment vous y croyez et que vous vous engagez dans un processus de réalisation, vous voyez, ça va peut-être pas se produire exactement lorsque la Lune va arriver ici, parce que là, ça va prendre quoi? Vous avez 1, 2, 3, 4 signes, donc ça représente une dizaine de jours. C'est possible, cela dit. Ce serait plus, à mon avis, lorsque le Soleil arrivera ici en Taureau. Et là, on sera au mois de mai. Donc, ça peut prendre ce temps-là, mais, croyez-moi, ça vaudra vraiment le coup de s'engager dans le processus de changement représenté par Uranus. Si vous voulez changer de métier, par exemple, si vous voulez changer quelque chose de majeur, de très important dans votre vie, qui peut avoir des répercussions sur le plan alimentaire ou alimentation, décidez au mois de janvier, les bonnes résolutions que vous ferez pourraient se réaliser effectivement, peut-être en 2 temps d'ailleurs, lorsque la Lune arrivera ici une dizaine de jours plus tard, donc vers le 10 janvier, ou au mois de mai, lorsque c'est le Soleil qui arrivera ici. Donc, intéressant, n'est-ce pas? Après, on a aussi la Lune noire. On va en parler de cette Lune noire, parce qu'elle représente les zones d'ombre. Or, elle se trouve dans le signe de la Balance, qui représente l'harmonie, l'équilibre, la recherche, en fait, d'harmonie et d'équilibre. C'est tout ce qui a trait à la diplomatie également, dont on peut faire preuve, dont on doit faire preuve dans certaines situations. La Lune noire, ici, représente des zones d'ombre. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui peut-être n'est pas juste non plus, parce que la justice, vous savez, le symbole de la justice, c'est la Balance. Donc, voilà, on va être comme ça, et on ne va pas savoir trop sur quel pied danser. Ça peut être relié à la santé mondiale,
Donc peut-être qu'il y aura encore quelque chose comme une pandémie ou un événement en lien avec la santé qui pourrait porter préjudice à certaines personnes et en même temps aussi eh bien, rapporter beaucoup à d'autres. Hein. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. La lune noire est en dissonance avec la lune, donc ça veut dire qu'il y a, et évidemment, la lune va devenir en fait quelque part l'arbitre de cette opposition. À chaque fois qu'il y a une opposition et qu'il y a une quadrature, ça veut dire que l'astre qui est au carré des deux astres opposés joue le rôle. Il est obligé, en fait, puisqu'il reçoit à la fois l'énergie d'un côté de l'astre et de l'autre astre d'un autre côté. Donc il se doit d'essayer de traiter, de gérer cette combinaison d'énergie qui peut être très déstabilisante. Donc la Lune, c'est un astre fluctuant qui représente aussi l'émotionnel. Ne laissons pas l'émotionnel agir à notre place, c'est-à-dire prendre la place de l'intellect rationnel. La pensée rationnelle a tendance à passer en coulisses lorsque l'émotionnel devient trop fort, bien évidemment. Vous savez très bien que quand on est sous le coup d'une émotion forte, on perd ses moyens. Et là, ça pourrait vouloir dire que l'événement en question, qui concerne la santé, représenté par Chiron quand même, Chiron qui est en plus dans le signe du Bélier, qui représente la tête et les organes de la tête. Donc ce serait peut-être par ce biais que la problématique interviendrait. Puis on aurait évidemment ici cette lune noire qui veut dire qu'on est dans le noir, on ne sait pas, donc on s'inquiète, et peut-être à outrance. À partir du moment où l'émotionnel s'en mêle, on n'est plus rationnel, donc si on perd ça, on ne peut pas gérer une situation qui peut devenir très préoccupante. Alors, il va falloir effectivement faire un effort pour rester autant que possible rationnel et pour mettre un peu ses émotions au placard, si c'est possible, bien évidemment. Mais bon, la Lune est en signe du Capricorne, hein, c'est le signe de Saturne, ce n'est pas un signe qui vraiment laisse supposer une sorte de fluctuation au niveau moral, sentimental, émotionnel. Le signe du Capricorne est plutôt assez rigide et assez stable et solide. Donc cette solidité, elle est conférée quand même à l'énergie de la Lune, qui devrait indiquer quand même un potentiel de gestion justement de l'émotionnel pour qu'il ne devienne pas une charge pour le rationnel et qu'il ne remplace surtout pas le rationnel. Ce serait une erreur. Alors ici, on a Vesta, encore une fois, en harmonie avec Vénus. C'est une année 2025 qui pourrait être très sympathique sur le plan artistique. Il y aura des nouveautés, il y aura des choses très intéressantes. Et en plus, l'amour, qui est représenté par Vénus, va avoir son mot à dire. On est ici dans le signe de la Balance et dans le signe du Verseau. Ce sont deux signes d'air. Ce sont des signes cérébraux, ce sont des signes de communication. Donc, il est fort probable qu'en mettant en avant l'amour, on pourra éventuellement améliorer les situations et trouver des solutions aux problèmes qui pourraient s'imposer dans la société au cours de l'année 2025. C'est une année qui sera effectivement très importante. On a ici une autre opposition. Vous voyez, c'est Jupiter qui est en Gémeaux, qui est opposé à Mercure. Je vais effacer le reste parce que sinon on ne va plus s'y retrouver. Donc voilà. Et je vais recommencer ici. Donc on a Jupiter en Gémeaux et on a Mercure en face, en Sagittaire. Alors, échange de domicile. Vous voyez pourquoi ? Parce que Mercure est dans le signe de Jupiter, en Sagittaire. Jupiter, le Sagittaire, c'est le signe de Jupiter. Et le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure. Donc ils sont chacun chez l'autre. Dans ce cas de figure, je pense qu'il faut quand même considérer que les astres se doivent un peu de respect. Hein. Si vous êtes chez quelqu'un et que cette personne est chez vous, vous allez faire attention à ce que vous faites chez cette personne, sachant qu'elle est chez vous et qu'elle peut se réagir si vous faites des choses qu'elle n'apprécie pas.
Et on a ici une dissonance de Saturne. Alors c'est la dissonance, la fameuse dissonance, la quadrature, qui fait que Saturne devient l'arbitre de cette opposition. Alors, l'opposition Mercure-Jupiter, c'est l'exaltation, l'intellect, et Jupiter, c'est effectivement tout ce qui peut être générosité, tout ce qui peut être optimisme, gentillesse, ouverture d'esprit, vous voyez, le besoin vraiment de montrer aussi ce dont on est capable, et en même temps, c'est au niveau plus de la façon d'exprimer les choses qu'on peut devenir un petit peu excessif. Excessif aussi en termes d'opportunisme, par exemple. Donc des opportunités que l'on va rechercher absolument. Or, Saturne, qui est donc l'arbitre de ces deux-là, est là pour dire non, attention, ralentissons le rythme et soyons raisonnables, parce que l'opposition Mercure-Jupiter a tendance justement à rendre très peu raisonnable. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va devenir absolument imbuvable, au contraire, c'est quelqu'un qui va toujours chercher ce qu'il y a de positif dans ce qu'il vit. Et ça peut être tout à fait, oui, intéressant et effectivement positif. Mais il y a aussi ce côté tout va bien alors que tout va mal. Donc il ne faut pas non plus faire l'autruche et se voiler la face. Quand ça ne va pas, il faut traiter les choses. Et Saturne est là pour dire, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas correctes, et si vous continuez à, comment dirais-je, à faire le coq, si vous voulez, ou à être trop dans la recherche d'opportunités et d'amélioration, en prétendant que tout va bien alors que tout ne va pas bien, vous risquez de commettre des erreurs qui vous coûteront beaucoup plus cher que ce que vous espérez gagner. Donc, prudence. Saturne, c'est la prudence. Jupiter, non. Mais, dans la mythologie, Saturne est le père de Jupiter. Donc, quelque part, Jupiter lui doit un peu de respect, n'est-ce pas? Et il faut espérer quand même que, justement, Jupiter écoute Saturne et se dise il faut faire preuve de prudence, et ce que je veux ou souhaite dire, exprimer, apprendre ou découvrir, c'est toujours pareil, Mercure, Jupiter, c'est la découverte, c'est le monde, on s'en va, on est l'aventurier ou l'aventurière. Très bien, mais soyons prudents. C'est ce que Saturne dit. Donc, ce que vous voulez faire, réaliser, obtenir en termes de réussite, bien évidemment, doit être envisagé non pas uniquement à travers l'énergie de Mercure, votre mental et vos capacités intellectuelles et de communication, et Jupiter, l'évolution et la recherche de la réussite, et le potentiel de réussir, mais également considérer les obstacles et les difficultés possibles. Vous savez, quand on s'engage dans un projet qui nous tient à cœur, on peut avoir tendance à un petit peu oublier les perturbations éventuelles, les obstacles, les difficultés qu'on pourrait rencontrer en disant « mais non, tout va bien se passer, c'est un projet formidable ». Ça peut être effectivement un projet formidable, mais il faut dès le départ, et il faudra en 2025, dès le départ, considérer les possibles difficultés qu'on va rencontrer pour pouvoir les prévoir en fait et mieux les gérer. Et c'est ce que Saturne va essayer en fait de faire pour que Mercure et Jupiter puissent devenir, en fait, plutôt que des frères ennemis, des associés efficaces dans ce que vous voudrez réaliser, surtout si ce que vous voulez réaliser nécessite, par exemple, des démarches administratives, juridiques ou légales, ou des contacts avec l'étranger, ou des efforts intellectuels importants, si vous suivez des études, par exemple, ou si vous vous engagez dans une formation, etc., il va falloir que vous acceptiez les difficultés représentées par Saturne et les difficultés que ce dans quoi vous allez vous engager sera évidemment confronté. Si vous ne considérez pas honnêtement, ouvertement et spontanément ces difficultés, de toute façon, elles vont vous rejoindre. Et lorsque vous aurez à les gérer, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, prévoir, voilà, c'est ce que l'astrologie nous permet de faire. Et j'espère que
cela vous sera utile, cette vidéo vous sera utile pour justement éviter les incidents de parcours et les embûches générales, multiples. Alors en janvier, pour terminer cette vidéo, après j'en ferai d'autres pour la suite, en janvier, je crois que c'est le 9, le nœud lunaire nord qui rétrograde, hein, comme le nœud lunaire sud tout le temps, donc il tourne dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que les autres tournent dans le sens inverse. Là, il va passer dans le signe des Poissons. Pour la première fois depuis 18 ans. Ça peut vouloir dire quelque chose pour vous, bien évidemment, parce que vous avez, comme tout le monde, quelque chose dans le signe des Poissons, hein, que ce soit un astre, une maison, un élément, bon. Donc, le secteur qui est représenté par le signe des Poissons dans votre thème, dans votre vie donc, va être soumis à l'énergie du nœud nord, qui représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Donc vous allez devoir tendre vers ce secteur de votre vie qui est représenté essentiellement, je dirais, par la maison astrologique qui se trouve dans le signe des Poissons. Donc, si c'est la première maison, la maison 1 ou l'ascendant, ça veut dire que vous allez devoir, cette année, vous allez avoir aussi davantage de capacité et d'efficacité pour imposer ce que vous êtes profondément. Et ce sera pour vous une espèce de, de mission à accomplir. Si c'est la maison 2, c'est sur le plan financier, sur le plan alimentaire et le plan de l'alimentation aussi peut-être que vous allez devoir vous diriger pour mieux gérer les choses et obtenir davantage de résultats positifs. Si c'est la maison 3, c'est au niveau de la communication et de l'intellect que vous allez certainement avoir davantage d'énergie pour réaliser quelque chose de très haut niveau. On est dans le signe des Poissons. Le signe des Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc c'est le signe le plus élevé sur le plan, en particulier sur le plan spirituel. Donc il y aura une connotation spirituelle à ce que vous allez vouloir faire et envisager de réaliser pendant le transit de ce nœud nord en Poisson. Il va durer 18 mois, hein, ça vous donne du temps quand même. Maison 4, ce sera la famille, le foyer ou la résidence. Maison 5, c'est la vie sentimentale, la créativité si vous êtes artiste, et les bonnes choses de la vie aussi, la chance qui peut vous sourire. La maison 6, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est la santé également. La maison 7, c'est le couple, les relationnels, les partenariats, collaborations, etc. La maison 8, c'est la notion aussi de régénération sur le plan matériel, c'est ce que vous allez peut-être pouvoir envisager d'investir ou ce dans quoi vous allez vous investir qui devient important du fait de ce transit du nœud nord dans ce secteur de votre thème. Si c'est la maison 9, c'est dans le lien avec éventuellement l'étranger, avec l'administratif, l'administration, la justice, les études, tout cela va devenir très important. Et puis si c'est la maison 10, c'est la carrière. C'est la carrière, c'est le sommet que vous souhaitez atteindre dans la vie, qui, pour la première fois depuis 18 ans, va redevenir possible. Voyez ? Donc ça peut indiquer aussi une étape que vous allez franchir, selon l'âge que vous avez évidemment. Et puis ensuite, la maison 11, c'est sur le plan social, les relations, les amitiés, etc., qui vont devenir aussi des sources d'exaltation et de motivation. Et puis la maison 12, eh bien la maison 12 c'est la maison du poisson, des poissons plutôt, puisqu'il y en a deux. Eh bien ces deux-là représentent en fait la dimension spirituelle de la vie vers laquelle vous allez certainement avoir besoin, envie de vous diriger. Donc une exaltation de la dimension spirituelle de votre vie. Et ça aura de toute façon cette connotation pour tout le monde, parce que c'est le signe des poissons qui est concerné. Hein. Mais si effectivement le signe des poissons, c'est votre maison 12, alors là, c'est doublé. Si vous voulez, l'énergie est doublée et la recherche d'absolu et d'idéal sur le plan existentiel, par le truchement de la connexion que vous avez ou pas avec la dimension spirituelle, fera toute la différence. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo. Je voulais qu'elle soit assez courte, mais finalement, elle est quand même pas si courte que ça. J'en ferai donc une autre pour développer toute cette
cette année 2025. Peut-être qu'il y en aura même plusieurs, parce que, comme vous l'avez remarqué quand même, j'ai tendance à me lâcher quand j'analyse les choses. Et encore, je ne suis pas allé très loin là. Donc, je vous rappelle quand même que si vous souhaitez une interprétation de votre thème ou des prévisions astrologiques pour 2025, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas, peut-être même tout simplement poser une question précise au sujet d'un domaine qui vous préoccupe ou dans lequel vous souhaitez vous engager, si vous avez un projet, etc. Visitez le site de l'École Ablas et vous trouvez les informations pour poser une question ou commander une analyse plus approfondie par l'une ou l'autre des astrologues qui travaillent à l'École Ablas. Merci encore, au revoir et une très belle année 2025 à tout le monde. Attention, elle ne sera pas aussi facile que cela, malgré tout. Mais bon, après tout, la facilité, ça rend aussi assez mou. Donc les difficultés, ça peut nous donner un coup de fouet et nous permettre d'avoir davantage la pêche, comme on dit, pour remonter la pente et régler les problèmes qui vont s'imposer. Je vous le souhaite en tous les cas ardemment et sincèrement. Au revoir.